Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce 8e webinaire du cabinet HLA. Aujourd'hui, c'est ma consoeur Roxane Sagé-Lely, qui est notre spécialiste en droit de l'urbanisme et de l'aménagement, qui va animer le débat. Je voulais simplement vous accueillir et remercier très chaleureusement nos deux intervenants, Patrick Vergriette, maire de Dunkerque, président de la communauté d'agglomération et président du réseau des villes durables, et Christian Brodag, qui est président de Construction 21 et ancien délégué interministériel au développement durable. Voilà. Roxane, vous avez la parole, je me tais. Merci madame. Bonjour, bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre donc pour ce 8e webinaire consacré au thème de l'urbanisme et l'aménagement durable, concevoir la ville de demain. Donc un sujet assez vaste qui vous sera présenté, je pense, sous différents angles. Je vais vous proposer une petite intro, alors évidemment un petit peu plus juridique, dans la matière qui m'intéresse plus particulièrement au cabinet, à savoir le droit de l'urbanisme et de l'aménagement. Ce sujet, à mon sens, pose une problématique principale qui est évidemment celle de la lutte contre l'étalement urbain et l'artificialisation des sols. Une politique donc qui doit aller de pair, bien entendu, avec une rationalisation de l'utilisation de l'espace à l'intérieur de cette enveloppe urbaine. Il s'agit donc de définir un petit peu les contours de cette ville durable, de la contenir en termes de sobriété foncière et de repenser ensuite, évidemment, l'organisation du territoire. Tout d'abord, un petit état des lieux, un petit constat en quelques chiffres. Nous avons l'organisme France Stratégie, donc un organisme d'études qui est rattaché au Premier ministre, qui nous explique que depuis 1981, les terres artificialisées ont augmenté de 70%, tandis que sur la même période, la population n'a cru quant à elle que de 19% sur la même période. Globalement, sur ces 50 dernières années, la France a perdu pas moins d'un quart de sa surface agricole. Sur une période plus récente, nous avons la circulaire ZAN, donc zéro artificialisation nette dont on reparlera, qui nous indique une moyenne de consommation d'espace de l'ordre de 27 000 hectares par an entre 2006 et 2016, soit l'équivalent de 4 à 5 terrains de foot par heure, ce qui est quand même assez conséquent. Et nous avons même constaté une hausse après cette période qui, sur ces dernières années, était pourtant plutôt à la baisse. À partir de ça, donc, nous avons notamment une étude prospective du Conseil général au développement durable, le CGDD, qui est venu définir des trajectoires de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers d'ici à 2050 et qui nous explique que dans un scénario tendanciel, c'est-à-dire en gros si on ne fait rien et qu'on continue comme ce qu'on est en train de faire, nous atteindrons une progression de l'ordre de 44% de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers d'ici à 2050. Alors, en termes d'utilisation, le premier poste de cet étalement urbain, de cette artificialisation des sols, c'est l'habitat, pour à peu près 42% des surfaces artificialisées qui comprennent les jardins individuels, surfaces artificialisées, n'étant pas la même chose que des surfaces imperméabilisées pour le coup. Le deuxième poste, c'est les transports, ce qui peut apparaître assez surprenant, sachant que nous sommes pour le coup plutôt assez bien desservis normalement de ce point de vue-là. Et enfin, le foncier de service, incluant notamment les surfaces commerciales et économiques. Simultanément à cet étalement urbain, à cette artificialisation des sols, nous avons un espace urbain qui est sous-utilisé. C'est-à-dire qu'en premier lieu, l'artificialisation donc nouvelle est complètement décorrélée du besoin d'accueil des populations supplémentaires et prend la forme finalement d'un étalement urbain de faible densité. D'autre part, la vacance des logements et des commerces augmente. C'est-à-dire que le nombre de logements vacants a cru à peu près de 80 000 par an entre 2006 et 2015, soit
en pourcentage à peu près 20% du nombre de constructions nouvelles. Idem côté vacances commerciales, même si c'est un petit peu moins prononcé, nous avons une augmentation de la vacance. Et à côté de ça, l'absence de résorption des friches industrielles qui représentent en France à peu près entre 80 000 et 100 000 hectares. Alors, les conséquences de ce phénomène, d'une part, étalement urbain et d'autre part, et en même temps, sous-utilisation de l'espace urbain, on les connaît malheureusement. Ça génère des coûts considérables, autant économiques qu'environnementaux d'ailleurs, et qui sont finalement payés par les collectivités et nous-mêmes, les habitants. On pense bien entendu au coût du transport, mais également tous les coûts des services et équipements urbains, les réseaux, l'assainissement, dont la rentabilité d'ailleurs aussi s'en trouve finalement affectée. Face à ce constat édifiant, il est donc nécessaire et même peut-être assez urgent de repenser l'organisation de nos territoires et l'organisation de nos villes. À cet effet, pourtant, les notions de lutte contre l'étalement urbain et de limitation de la consommation foncière ne sont pas nouvelles, même si elles sont assez récentes. On en a vu les prémices dès la loi SRU de 2000. Ça a été acté surtout dans la loi Allure de mars 2014. Et en dernier lieu, je vous donne les étapes notables, la loi Elan en novembre 2018. Nous avons eu plus récemment une instruction du gouvernement du 29 juillet 2019 qui a beaucoup fait parler d'elle, relative à l'engagement de l'État en faveur d'une gestion économe de l'espace et qui est venue créer un objectif de zéro artificialisation nette du territoire dans une trentaine d'années. Ces différentes notions de lutte contre l'étalement urbain et de limitation de la consommation d'espace sont directement intégrées dans les outils juridiques dont on dispose et en premier lieu le Code de l'urbanisme au rang législatif directement. C'est-à-dire qu'il s'agit là d'obligations, d'objectifs à remplir, en premier lieu bien entendu par les documents de planification territoriale, les documents d'urbanisme qui doivent donc justifier d'objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain et respecter un principe général d'équilibre urbain entre cette consommation d'espace et ce développement maîtrisé et évidemment la préservation de la biodiversité et des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ça vaut à tous les échelons. On se place à l'échelle du PLU, du plan local d'urbanisme qui donne les règles d'organisation du territoire selon les différentes zones urbaines, à urbaniser, naturelles ou agricoles, mais aussi au niveau des échelons supérieurs. On pense au SCOT, avec lequel le PLU doit être compatible, ou ici, par exemple, en Île-de-France, le SDRIF. C'est donc une obligation. Et aujourd'hui, il n'existe pas un seul document d'urbanisme qui finalement n'affiche pas ces objectifs dans ces documents. Malgré tout, on sait que les difficultés de mettre en pratique ces objectifs par les élus, et notamment lors de l'élaboration des documents d'urbanisme, mais aussi lors de leur application selon les projets, sont palpables, puisque les approches sont malheureusement assez souvent séquencées, et cela peut s'avérer assez lourd finalement de conséquences en pratique et en tout cas en droit, puisqu'il n'est finalement pas rare de voir malgré tout un juge administratif annuler directement un plan local d'urbanisme, par exemple, pour urbanisation excessive, pour consommation de l'espace non maîtrisée, pour manquement au respect de ces fameux principes d'équilibre du développement urbain. Et on voit bien avec cette circulaire qui est arrivée récemment et qui pose cet objectif de zéro artificialisation nette que le ton va nécessairement se durcir. Alors, s'agissant d'une circulaire, elle n'est pas à proprement parler opposable aux documents d'urbanisme d'une part et aux projets d'aménagement, aux projets immobiliers d'autre part. Pour autant, les instructions données
aux services de l'État et donc aux services instructeurs, ceux qui vont donner leur avis sur les documents d'urbanisme, ceux qui vont ensuite éventuellement autoriser ou pas les projets immobiliers. Ces instructions sont assez claires et peuvent même conduire, en tout cas c'est un petit peu le sens de cette circulaire, à avoir des décisions, des avis défavorables qui vont évidemment téléguider ensuite un petit peu le juge administratif dans son appréciation, mais aussi peuvent conduire le préfet à se saisir d'autres outils, comme par exemple la suspension du caractère exécutoire du document d'urbanisme, puisque à l'occasion de son élaboration, le préfet et les services de l'État vont donner un avis et demander éventuellement des modifications. Si ces modifications ne sont pas réalisées par les communes, le préfet peut décider de suspendre le caractère exécutoire du PLU et donc s'opposer à sa mise en application dans le délai d'un mois suivant son approbation. Et justement, sur le fondement, et ça c'est une liste qui est exhaustive, mais qui comprend précisément le respect des principes d'équilibre urbain et de la biodiversité et des espaces naturels, agricoles et forestiers. S'agissant du juge administratif, c'est un petit peu la même idée, sachant qu'il a plusieurs axes de contrôle. Donc, qu'est-ce qu'il va regarder surtout, sur quoi va surtout porter son attention quand il va être saisi de la légalité d'un document d'urbanisme? Il va avant tout regarder la forme en premier lieu, le contenu du document et notamment le caractère suffisant du diagnostic du territoire. Sur le fond, son appréciation va porter sur un degré un petit peu moindre de contrôle qu'on appelle l'erreur manifeste d'appréciation, c'est-à-dire une erreur un petit peu grossière qu'on comprend bien quand on parle d'urbanisation excessive, une absence de cohérence entre les objectifs affichés de lutte contre l'étalement urbain et par exemple l'ouverture de zones trop importantes ou non justifiées à l'urbanisation, que ce soit pour de l'habitat, pour du commerce ou ce que vous voulez. Et finalement, nous, ce qu'on va constater au cabinet le plus souvent lors de notre travail d'audit de ces documents-là, puisqu'on intervient également en conseil en amont pour auditer des documents d'urbanisme, que ce soit des PLU, des SCOT ou également au moment de notre travail de défense au contentieux, voire même dans l'autre sens d'attaque de ces documents d'urbanisme, c'est que souvent, c'est ce diagnostic du territoire qui fait défaut. Et la justification des choix arrêtés par les élus locaux qui va conduire à l'annulation du document. C'est-à-dire qu'il faut véritablement axer le travail sur ce diagnostic préalable et en faire un diagnostic précis et fiable des capacités de renouvellement notamment et de densification de l'urbain, un diagnostic fiable avec des projections réalistes et précises des besoins en développement, sans quoi vous ne pourrez justifier de vos choix d'ouvrir telle ou telle zone à l'urbanisation. Tout part de ce diagnostic et le contrôle du juge et sa sanction éventuelle va véritablement partir de ce diagnostic. On en a vu un exemple assez récent, celui-là est assez facile, tout le monde en a entendu parler, c'est le fameux PLU de Gonesse qui a quand même été annulé pour le coup pour effectivement urbanisation excessive et non-respect de ce principe d'équilibre par rapport à la portion d'ouverture à l'urbanisation qu'il prévoyait. Il est des fois pas même besoin d'attendre d'arriver devant le juge. On a maintenant et encore là très récemment des exemples où finalement, même à un stade amont et notamment au stade de l'enquête publique, alors même que sur cette zone en particulier, aucun des services des personnes publiques associées n'avait pointé cette difficulté, on a quand même réussi à obtenir l'abandon d'un projet de zones à urbaniser assez importantes au niveau de la commune pour non-respect de ces principes d'équilibre. Et si vous voulez, cette difficulté est également importante au niveau des projets et pas seulement des plans d'urbanisme, parce que ça reste un document réglementaire et par définition, sa légalité, elle n'est pas seulement appréciée au moment où il est approuvé.
elle est appréciée à chaque projet petit à petit et au besoin par la voie de l'exception, c'est-à-dire que quand bien même le plus n'a pas été annulé, quand bien même il n'a pas été attaqué sur cet angle-là, si je veux attaquer un projet immobilier, une autorisation d'urbanisme ou de construire, je peux parfaitement, par voie d'exception, contester la légalité du plus qui a ouvert cette zone à l'urbanisation. Donc une vigilance toute particulière sur ce travail de diagnostic préalable, et c'est là un conseil véritablement de base dans la préparation non seulement des documents d'urbanisme, mais aussi des projets immobiliers, en n'oubliant pas finalement qu'on ne part jamais d'une feuille blanche et que chaque territoire a ses spécificités et qu'en ce sens, finalement, la ville durable, la ville de demain, ne doit pas se concevoir comme un idéal abstrait, mais elle doit se construire à partir et en fonction de la ville d'aujourd'hui. Et c'est en tout cas ce point de droit sur lequel je voulais attirer plus particulièrement votre attention aujourd'hui. Je vais maintenant laisser la parole à nos invités et notamment à Monsieur Vergriette pour son intervention. Je vous remercie. Merci, bonjour, j'espère que tout le monde m'entend très bien. Je vais envie de rebondir sur l'une des dernières phrases que vous avez évoquées. La ville n'est pas un idéal abstrait, la ville d'érable n'est pas un idéal abstrait, c'est quelque chose qu'il faut construire effectivement sur le terrain et dans la réalité locale. Et vous l'évoquiez dans ma présentation tout à l'heure, si je suis maire de Dunkerque et président de la communauté urbaine de Dunkerque, donc dans le Nord, je suis aussi président de France Ville Durable, et France Ville Durable a justement pour objectif de ne pas être dans l'abstrait et d'essayer de participer avec tous les acteurs, puisque France Ville Durable a à la fois les agences de l'État, les collectivités locales, les entreprises, mais également les experts urbains dans son conseil d'administration, essayer avec tous les acteurs de promouvoir cette ville sobre, inclusive, résiliente, qui respecte aussi les valeurs démocratiques et la régulation publique, et tout ça dans une logique très concrète et sur le terrain. Alors, quelques exemples pour illustrer ça. France Ville Durable a essayé d'abord de travailler sur la méconnaissance des acteurs et en premier lieu la méconnaissance des outils juridiques. Vous venez de faire une présentation assez précise d'outils juridiques, mais on s'est aperçu finalement qu'au niveau des personnes qui pratiquaient la ville durable sur les territoires, que de nombreux outils juridiques étaient méconnus, qu'il y avait une boîte à outils juridiques qui existait pour faire la ville durable d'aujourd'hui, mais que dans la très grande majorité des cas, ces outils étaient fortement méconnus par les acteurs de terrain, en particulier les élus, mais parfois aussi les agents des collectivités. Alors, on a inventé un outil à France Ville Durable qui s'appelle la boîte à outils juridique de la ville durable, où 14 dispositifs juridiques ont été évalués, résumés. J'ai d'ailleurs le document juste à côté de moi, vous pouvez le trouver sur le site internet de France Ville Durable. Vous avez par exemple dans ces 14 dispositifs juridiques le partenariat d'innovation qui est présenté, qui permet de mettre en œuvre des commandes publiques innovantes. Vous avez bien entendu aussi la SEM à opération unique. Vous avez comme ça 14 outils juridiques. Je vous invite à découvrir. Je ne vais bien entendu pas les détailler ici. J'ai envie de dire le premier objectif, c'était de lutter contre la méconnaissance juridique des acteurs de terrain par rapport aux outils de la ville durable. Deuxième méconnaissance des acteurs de terrain sur lequel France Ville Durable a voulu travailler également, c'est finalement un certain nombre d'opérations originales, innovantes donc, mais qui n'étaient pas forcément suffisamment connues, renseignées, outillées pour les collectivités locales en particulier qui sont sur le terrain, pour les élus ou les agents. Alors j'ai envie de parler d'une expérience qui m'est chère puisque c'est celle de Dunkerque. Vous connaissez évidemment Dunkerque peut-être sous l'angle de la gratuité du transport public. On est la plus grande agglomération en Europe à avoir le bus gratuit ici à Dunkerque. C'est par exemple l'une des opérations qui est renseignée également dans le portail de la ville durable sur France Ville Durable. Mais bien entendu, je ne veux pas me faire que l'avocat de Dunkerque et vous trouverez comme ça des centaines de politiques publiques qui visent comme ça, évaluées, qui visent comme ça à valoriser la ville durable. Donc, j'ai envie de dire, le premier objectif pour France Ville Durable, c'était lutter contre la méconnaissance, finalement, des outils qui sont aujourd'hui, que ce soit des outils juridiques ou des outils de politique publique. Ça a été le premier aspect de notre travail. Ensuite, à France Ville Durable, on s'est dit, il faut aussi essayer de
de prendre un peu de recul avec l'ensemble des agents et d'essayer de comprendre les limites, y compris les limites des outils juridiques qui sont en place. Vous avez évoqué, par exemple, les documents d'urbanisme, que ce soit schéma de cohérence territoriale ou PLU. Finalement, on s'aperçoit que même sur des territoires avec des élus qui ont envie d'aller plus loin vers la ville durable, vers la transition écologique et sociale, ben, ça ne marche pas toujours. C'est-à-dire on s'aperçoit finalement que derrière l'outil juridique, il y a des réalités politiques, il y a des rapports de force, il y a des régulations publiques mais qui ne s'opèrent pas forcément en faveur des acteurs politiques qui seraient les plus favorables à la ville durable. Alors, pourquoi ben, on essaie de l'identifier justement dans France Ville Durable, on essaie de mettre en place un certain nombre de groupes de travail sur la question, par exemple, que vous avez évoquée, que vous avez choisie, c'est-à-dire l'artificialisation des sols et la lutte contre l'étalement urbain. Ben, on s'aperçoit que finalement, le paysage institutionnel français, avec ses nombreuses communes, mais aussi ses nombreuses intercommunalités, permet aujourd'hui, dans le cadre des schémas de cohérence territoriale, de faire émerger des intercommunalités défensives qui peuvent, dans le cadre des outils juridiques de régulation, exercer une pression finalement sur les élus qui sont les plus vertueux en matière de transition écologique et sociale et qui, dans un rapport de force, permettent évidemment, enfin, en tout cas, nuisent franchement à des documents plus ambitieux qu'on pourrait faire. J'ai le cas ici sur le territoire dunkerquois. La communauté urbaine a plutôt un engagement très très positif sur la transition écologique et durable, mais pour autant, nous devons faire avec des intercommunalités défensives au pourtour, qui pratiquent parfois même du dumping fiscal et environnemental et qui, bien entendu, ne peuvent pas être totalement passées à pertes et profits par la collectivité urbaine parce qu'elle est en concurrence directe. Deuxième élément qu'on essaie de repérer dans les limites finalement des outils juridiques qui sont en place aujourd'hui, c'est la logique économique. La logique économique peut parfois être très défavorable à la ville durable. Dans l'exemple de l'artificialisation des sols ou les luttes contre l'étalement urbain, c'est frappant, c'est même flagrant. Quand vous essayez de faire une analyse économique des coûts, par exemple, l'arbitrage d'un ménage avec de jeunes enfants, est-ce que finalement la maison individuelle à 30 ou 40 km de la ville est plus intéressante sur le plan économique que l'opération de renouvellement urbain en cœur de ville? Ben, c'est frappant en termes de prix facial. Le prix facial, le coût facial finalement pour le ménage avec enfants est nettement plus élevé dans la ville qu'à 30 ou 40 km. Alors je dis facial parce qu'évidemment derrière ne sont pas intégrés les coûts de transport qui progressent, ne sont pas intégrés le coût des services publics puisque ce n'est pas porté par le ménage, la crèche qu'il faudra créer à 30 ou 40 km ou l'école supplémentaire ou tous les services publics qui vont être demandés par une nouvelle population. Et je ne parle même pas des externalités qui ne sont pas non plus intégrées par le ménage, par le coût du ménage qui bien entendu va se déplacer à 40 km. Donc, ce qu'on essaie de faire à France Ville Durable, c'est aussi mettre en place un certain nombre de groupes de travail pour identifier les limites des logiques de projets qui se mettent en place, malgré parfois la bonne volonté politique d'un certain nombre d'élus urbains, montrer finalement quels sont ces rapports de force politique ou ces logiques économiques qui empêchent finalement les outils juridiques d'aller beaucoup plus loin. Enfin, je vais terminer par un dernier point en m'adressant plus particulièrement aux collectivités, en tout cas des agents qui sont sur le terrain, pour dire aussi quelques enseignements qu'on a tirés aujourd'hui à partir de France Ville Durable et qui peuvent être utiles pour essayer de mettre en place la transition écologique et solidaire. D'abord, on a essayé aussi de développer des outils de formation des agents. On s'est aperçu finalement que les agents des collectivités locales, tout à l'heure je vous parlais de la boîte à outils juridiques, mais il n'y a pas que ça, manquaient finalement de formation sur les questions de ville durable. Donc on a essayé de déployer, nous ne sommes pas opérateurs de formation à France Ville Durable, mais nous avons essayé de déployer de nouvelles formations, y compris pour les agents territoriaux. Donc n'hésitez pas aussi, par exemple des formations sur la résilience urbaine, qui vont devenir aujourd'hui à mon avis très importantes à la suite de la crise sanitaire, existent aujourd'hui parce qu'on a travaillé en partenariat avec des acteurs de formation. Deuxièmement, on encourage beaucoup aussi les collectivités, mais d'ailleurs aussi l'État, à mettre en place des délégués généraux, pour l'État ça pourrait être des préfets délégués, à la transition écologique et solidaire et à la résilience urbaine, de manière à avoir une vue transversale dans vos services de ces problématiques-là. Et enfin, mais je pense que ça fera la transition avec Christian Brodag, le dernier conseil, les dernières leçons, les derniers enseignements qu'on a tirés à France Ville Durable sur la transition écologique et sociale, c'est que finalement, la première chose à faire dans une ville durable démocratique, c'est de donner envie aux concitoyens de ville durable. C'est-à-dire finalement, la contrainte est nettement moins efficace
que l'incitation, que l'attractivité, que l'envie de ville durable qu'on peut générer dans la population. Et donc, c'est une leçon qu'il faut avoir en tête parce que on ne réussit une ville durable démocratique qu'à partir du moment où on a embarqué une population. Voilà. On ne vous entend pas. J'ai été bonne élève, j'ai coupé le son. Merci beaucoup pour votre intervention. Monsieur Bourdac, vous avez la parole. Écoutez, je vous remercie. Alors, je suis très, très heureux de participer à ce webinaire et surtout d'intervenir donc après donc vos interventions, notamment donc Patrice Vergriette qui m'a donné le relais d'une certaine façon. Alors, je parle là en tant que président de Construction 21. Construction 21, c'est une association qui vise à promouvoir les solutions en matière de construction, mais aussi d'écoquartiers et d'infrastructures urbaines. Donc, je dirais, on a une cible un peu plus opérationnelle et technique que la cible de l'Institut de la ville durable. C'est donc très, très complémentaire. On a des partenariats avec l'IVD. En fait, on se rend compte qu'effectivement, il y a une très forte créativité dans ces domaines-là. Des acteurs économiques ont imaginé, inventé un certain nombre de solutions et que donc les faire connaître, c'est aussi une façon de diffuser par l'exemple les solutions. Et donc, vous avez parlé de contenir, finalement, je retiens ce mot, contenir l'étalement urbain. Donc, c'est les politiques de planification, d'encadrement, et donc elles sont nécessaires. Mais effectivement, c'est quelle solution? Comment on peut faire que les acteurs aient envie, que cette ville durable soit désirable et qu'on ait envie d'habiter donc de rentrer dans un collectif différent et plus intense. Alors, une remarque aussi, en préliminaire à des détails que je donnerai. Une des questions, c'est l'intégration des politiques. Vous avez évoqué que finalement l'étalement urbain, c'était 40% l'habitat, les transports et les services. Mais ces trois domaines font système. C'est-à-dire que les zones d'activité de plus en plus loin imposent de prendre la voiture et donc ça encourage finalement cette mobilité voiture individuelle et donc ça fait système. Et donc d'une certaine façon, alors moi je suis aussi vice-président du conseil de développement à Saint-Étienne, donc une ville qui a connu des reconversions comme Dunkerque. On a en fait proposé qu'effectivement il y ait une coordination plus forte entre les nouvelles urbanisations et les transports collectifs, c'est-à-dire l'accessibilité à des transports collectifs. Et souvent, les politiques sont, bien qu'il y ait des documents d'urbanisme qui réunissent toutes ces contraintes, mais finalement, les politiques sont un peu disjointes. C'est-à-dire qu'il y a une politique des transports, il y a une politique de l'urbanisme, il y a une politique de l'environnement. C'est des vice-présidents différents, et des services différents. Donc, il y a un problème systémique. Et finalement, on peut se rendre compte que l'intégration de multiples questions est plus facile d'une certaine façon pour certaines au niveau des solutions. Alors, je donne un exemple, j'avais donné déjà dans la dernière intervention qu'on avait fait plutôt sur le bâti, c'est par exemple une expérience qui s'appelle Box on the Roof, bon, c'est pas très francophone, qui donc à Bron, dans la région lyonnaise, a redensifié, c'est un étage supplémentaire sur les bureaux dans une zone d'activité. Donc là, on double sur la même surface, on double finalement l'emploi. On double donc et on densifie la présence. Et en même temps, ce projet est axé sur la qualité de vie, sur l'usage de biomatériaux, c'est-à-dire coche toutes les cases. Et que donc on se rend compte qu'au niveau de projet, on arrive aujourd'hui à avoir des projets de grande qualité qui arrivent à intégrer en fait des questions qui souvent relèvent de droits différents, d'approches différentes, de techniques différentes. Donc mon propos, c'est de dire
au niveau de projets concrets, on arrive à solutionner les différentes solutions. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est donc reconstruire la ville sur la ville, réhabiliter les zones délaissées, densifier l'emploi, et puis la réhabilitation évidemment de l'habitat et donc des conditions de vie. Donc on a là beaucoup de solutions qui sont techniques, pratiques, qui permet de rendre la ville et l'habitat durables et attractifs. On voit aujourd'hui que l'appel aussi en dehors des villes, c'est aussi l'appel de nature et l'appel d'une certaine qualité de vie. Aujourd'hui, un des enjeux, c'est la réintégration effectivement de la biodiversité en ville, de planter des arbres de pleine terre et donc d'avoir aussi de gérer les questions liées à l'eau et les arbres de pleine terre permettent effectivement de lutter contre la chaleur au moment des périodes de très grande chaleur qui vont être de plus en plus importantes. Les Chinois d'ailleurs parce que Construction 21, on est présent dans différents pays, notamment en Chine, ont un concept que je trouve aussi intéressant, c'est celui de la ville éponge. C'est-à-dire qu'ils approchent l'approche de l'eau de façon complètement intégrée. Comment on peut mieux retenir l'eau, comment on peut la réutiliser, l'utiliser, enfin d'avoir une approche intégrée au niveau de l'eau. Et on voit bien que c'est ce genre de questions d'intégration est tout à fait nécessaire. Donc en fait, mon propos, c'est de dire qu'on a aujourd'hui des solutions très pratiques à différentes échelles, du bâtiment, des écoquartiers, que toutes ces solutions, ou même de type d'infrastructures urbaines, permettent effectivement de contribuer à cette attractivité et à la durabilité des espaces. Et donc, cette approche finalement par les solutions me paraît être tout à fait complémentaire des approches administratives et sont au cœur en fait de l'initiative l'initiative économique aussi de la collectivité. Et je finirai sur ces questions-là parce qu'en fait, on se rend compte que, par exemple, le bâtiment et la réhabilitation du bâtiment, où on doit utiliser de façon croissante des matériaux biosourcés ou des matériaux donc issus du recyclage, nécessite d'avoir des filières locales qui permettent d'élaborer ces matériaux, qui permettent d'avoir une planification aussi de l'usage des biomatériaux. Donc une approche économique du territoire et de création de valeur sur le territoire. Et donc ça, on a à mon avis des pistes tout à fait intéressantes. Et là, il y a une nouvelle économie à créer. Je crois que l'économie des déchets qui a été approchée par la loi donc sur l'économie circulaire, plutôt sous l'angle comment on peut lever de l'argent pour financer des déchetteries, donc d'une approche très aval, et peut-être pas assez intégrée sur l'ensemble de la filière, et de façon à aussi augmenter la valeur de ce qu'on produit par des techniques d'intégration dans le bâtiment ou dans les infrastructures. Donc, une approche d'innovation me paraît être tout à fait nécessaire, et d'économie nouvelle locale. Et donc, beaucoup des questions de transition écologique relèvent en fait de décisions locales. Et donc, ces solutions sont locales, et j'appelle moi à une sorte de processus d'innovation et de communautés innovantes qui contribuent à faciliter justement l'élaboration de ces solutions. Jusque-là, on a eu dans la politique d'innovation en France plutôt une approche pôle de compétitivité qui visait à positionner des territoires dans la compétitivité internationale. On voit avec la crise du coronavirus la nécessité de se réapproprier des chaînes de valeur locales et plus près du terrain. Là, il y a effectivement la nécessité de vraiment d'avoir des politiques d'innovation, de création de valeur économique sur les territoires et de les échanger. Et donc, France Ville Durable a évidemment sa vocation à encadrer, à permettre ces questions-là, mais
je parle un peu ici au niveau de ceux qui ont des solutions et qui voudraient les faire adopter par des collectivités et les leviers des marchés publics, par exemple, et de l'ambition qu'on met dans les marchés publics, donc menés par les collectivités locales, est un puissant levier. Mais on se rend compte qu'en général, les acheteurs ou ceux qui gèrent les marchés publics ont une grande peur, c'est qu'il n'y ait pas d'offre en face. Et que donc, s'ils mettent des contraintes et qu'il n'y a pas de réponse suffisante et variée, l'appel peut être infructueux. Donc là aussi, on a un frein dans l'innovation au niveau des marchés publics. Donc voilà à peu près je dirais mon propos. Je suis pour finir en train avec d'autres associations de monter justement une initiative pour la relance verte qui s'appuie justement sur les solutions des entrepreneuriats. Et donc je crois qu'aujourd'hui on a une urgence effectivement de relance, et si on arrive à entraîner les territoires et faire que les territoires disent oui, nous on peut être acteurs directement de cette relance, et que la relance vue de Bercy ne soit pas uniquement sur des grands projets ou sur des acteurs de niveau nationaux, mais il y a vraiment un rôle des collectivités locales dans cette relance verte. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci Monsieur Brodagne. Je pense avoir bien rebranché. Alors, vous nous avez parlé, puis Monsieur Vergriette avant vous, de ces notions un petit peu d'attractivité et presque finalement, j'ai envie de comprendre aussi un peu participation des habitants à la conception de cette ville durable. Mais par ailleurs, nous, on peut voir aussi beaucoup, en tout cas dans notre métier, de contestation de ces mêmes habitants sur finalement l'absence réelle de concertation sur ces questions-là, que ce soit dans l'élaboration des projets de territoire, que ce soit dans l'élaboration des projets immobiliers ensuite au coup par coup, voilà, qui déplore finalement un manque de concertation. Est-ce que vous avez imaginé des outils, des manières d'essayer de concevoir un petit peu de rendre la ville attractive, mais pour les habitants, de rendre un petit peu plus effective ces processus de concertation? Vous parliez de regroupement d'associations. Est-ce que vous avez des exemples de ce point de vue-là? Voilà, première petite question que je développe un peu plus. Oui, je veux bien prendre la parole en tant que maire et président de communauté urbaine. En plus, on vient de terminer le SCOT et on engage le PLU, donc on est en plein dedans. D'abord, un petit mot sur la question de la participation de l'habitant, de la population, et pourquoi finalement on en parle autant. Vous savez, j'ai eu l'occasion de souvent assister à des conférences internationales sur les questions de ville durable. On s'aperçoit finalement que la ville durable, elle est à toutes les sauces, et elle peut signifier des représentations et des visions du monde assez différentes. Vous avez la ville durable, finalement, du contrôle. D'ailleurs, c'est souvent celle qui est la plus technologique. Je ne vais pas citer un pays, mais il y en a un très très grand qui l'incarne assez bien dans sa conception de la ville durable, où le but du jeu, c'est les outils technologiques pour pouvoir maîtriser la population. Il y a la ville durable servicielle, aussi dans un autre grand pays, mais de l'autre côté, où finalement la puissance publique est peu présente. Moi, ce qui m'a frappé dans ces deux grandes conceptions de la ville durable, c'est que finalement, la valeur démocratique n'y était pas. C'est-à-dire que finalement, à un moment donné, le fait de se retrouver collectivement autour d'une élection en général et de se choisir un destin collectif, c'est quand même un élément fondamental de la ville durable à la française ou plutôt à l'européenne. Et ça, c'est une caractéristique forte. C'est-à-dire, en clair, en France ou en Europe, on ne fait la ville durable qu'avec les gens. Et ni contre eux, ni en les ignorant, et ni en ne les associant pas à un projet collectif, un destin collectif. Donc la participation et la démocratie sont des éléments fondamentaux de ce qu'est la ville durable à la française. Donc on ne peut pas ignorer la population. Si on ignore la population, on n'est pas dans notre modèle de ville durable à nous. On est sur un autre modèle. Voilà, vous contrôlez votre population, vous êtes dans une logique de marché, vous êtes plus dans une logique de projet collectif partagé. Donc la participation, elle est essentielle avec nos valeurs. Alors comment on fait? C'est là que ça devient difficile, effectivement. Si on est d'accord sur ces valeurs déjà, on s'aperçoit d'une chose, on s'aperçoit que quand on est praticien de la participation sur le local, c'est que les documents d'urbanisme ne mobilisent pas. Ils ne mobilisent finalement qu'un tissu associatif spécialisé.
qui s'est construit autour de ces questions-là. Et donc, c'est à nous, élus locaux, que revient la tâche d'essayer d'associer la population, non pas forcément à des documents d'urbanisme, à des éléments juridiques, mais à des éléments de fond. Finalement, comment on embarque une population dans un projet collectif qui sera plus durable, plus transition écologique et solidaire. Mais c'est souvent une participation, pour répondre rapidement à votre question, hein, c'est souvent une participation décalée. Ce n'est pas une participation sur l'élaboration du document d'urbanisme, ça va être une participation sur des objets autres qui vont se construire. On va essayer, on a par exemple en ce moment développé une grande consultation citoyenne numérique sur la sortie du confinement. C'est-à-dire on a mis en place une plateforme numérique qui a eu plus de 3000 contributions actuellement sur comment on construit la ville de l'après-confinement. Eh bien, on est venu sur des objets qui peuvent après s'intégrer dans des documents d'urbanisme. Et c'est plus facile de faire de la participation sur des objets de fond que sur des objets juridiques. Donc voilà comment il faut faire. C'est vrai que la participation sur le plus, sur le SCOT est toujours décevante. Par contre, quand on aborde des enjeux qui se trouvent dans le SCOT ou des enjeux qui se trouvent dans le PLU, l'habitat, le mode de transport, la place du vélo, la place du végétal que vous avez aussi largement évoqué, là, on arrive finalement à mobiliser la population. Donc, c'est aux élus locaux de trouver la bonne manière de réussir à faire participer les gens, non pas forcément au droit, mais en tout cas au projet collectif de la ville qu'on a envie de construire. Si vous me permettez, j'embrayerai parce que la question de l'implication justement des parties prenantes est au cœur en fait de l'économie, d'une économie verte et de comportement d'entreprise et qui gère des projets. Donc aujourd'hui, on parle, j'ai parlé d'innovation, on parle d'innovation ouverte, hein, c'est-à-dire la capacité à impliquer dans les solutions, dans les nouvelles solutions, l'ensemble des acteurs, notamment ceux qui sont les destinataires. On parle de design d'usage, hein, donc il y a beaucoup de pratiques aussi dans les objets concrets qui sont les fruits des politiques. Hein, donc il y a des interfaces effectivement pour associer les acteurs, les usagers, et finalement qu'ils soient partie prenante de la construction de la ville à travers les objets de cette ville. C'est aussi une dimension importante. Je vous remercie pour vos interventions. Alors, on a une question qui nous est arrivée également. Alors, la circulaire, la fameuse circulaire gouvernementale de juillet 2019, va-t-elle demander une modification des documents de planification en place? Alors, je me permets de répondre rapidement que non, hein, c'est une circulaire, donc a priori, elle n'est pas opposable en droit. Néanmoins, elle pose, et puis encore une fois, finalement, ces objectifs figurent d'ores et déjà dans les documents d'urbanisme. C'est souvent ensuite la composition et l'application qui va poser problème. Mais en soi, elle ne va pas obliger à une mise en compatibilité des documents qui sont en place. Par contre, est-ce qu'elle va téléguider un petit peu plus fermement les élus dans l'élaboration des prochains documents d'urbanisme, dans l'application des documents qui sont en place ou au projet finalement, parce qu'on a effectivement pas mal entendu de contestations, notamment d'élus, hein, suite à la publication de cette circulaire, et on comprend bien, puisque finalement c'est toujours les élus qui sont en première ligne et qui encourent la sanction en cas de non-respect des objectifs qui sont fixés. Donc juridiquement, pas de changement obligatoire, mais en pratique, et là pour le coup je m'adresse à vous, monsieur Vergriet et monsieur Brodag, en pratique, est-ce que vous pensez que cette nouvelle instruction, ce nouvel objectif qui est affiché maintenant par le gouvernement, zéro artificialisation nette, va vraiment avoir un impact et va rebooster la planification urbaine en fait? Je ne sais pas si ça va relancer fondamentalement la planification urbaine. Je sais que sur les territoires, ça pose énormément de questions, y compris d'ailleurs pour des élus qui auraient envie d'atteindre l'objectif. Parce que c'est une chose de dire zéro artificialisation nette, mais concrètement, ça se traduit comment? Ça peut aller jusqu'à des questions bêtes, hein, on fait un parc urbain en centre-ville,
là où avant il y avait du bâti. Est-ce que du coup j'ai le droit à des hectares en moins? Est-ce que j'ai renaturé? Est-ce que ça compte ou pas? Est-ce que ça reste dans ce qui est urbanisé? Il y a bien une question de fond en fait derrière ça. En fait, c'est difficile de mettre en objet quantifiable une évolution de la ville qu'on souhaite. Donc il y a énormément de questions en fait qui se posent derrière l'objectif zéro artificialisation. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, si je prends l'état un peu des élus au niveau du terrain, c'est beaucoup de questionnements en fait en réalité. L'objectif, à la limite, il est partagé par un certain nombre d'élus, certainement pas par les élus parfois plus ruraux, hein, plus défensifs, on va dire dans les intercommunalités défensives, ça c'est clair, puisque leur élément d'attractivité, c'est la consommation foncière. Moi, j'ai des élus qui me disent ouvertement dans le secteur rural, si je veux attirer des gens, il faut que je donne de la consommation foncière. Donc, je dois proposer des parcelles de X mètres carrés pour pouvoir attirer des gens. C'est mon élément d'attractivité dans le rural. Donc, eux, évidemment, on ne va pas les convaincre, puisqu'ils sont persuadés qu'ils ne pourront remplir leur école d'enfants que s'ils donnent de la consommation foncière. Donc là c'est du rapport de force. Mais pour d'autres élus qui, à la limite, partagent cette ambition, aujourd'hui, on est un peu dans le flou et on ne sait pas. Alors, j'ai eu l'occasion de discuter avec la ministre. France Ville Durable, d'ailleurs, participe aux réflexions sur zéro artificialisation. Comme je dis, on essaie de trouver aussi les limites, la question économique, la question. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, on est encore à une étape où il y a encore plus de questions que de réponses au niveau du terrain. Voilà, c'est pour un peu résumer ma vision des choses sur zéro artificialisation aujourd'hui. Moi, j'aurais éventuellement un élément complémentaire, c'est donner de la valeur en fait à l'espace non artificialisé. C'est-à-dire que effectivement l'artificialisation crée de la valeur et détruit de l'environnement, enfin détruit de la nature. Et donc c'est comment on peut donner je dirais de la valeur. Alors il y a à la fois des questions financière, hein, c'est-à-dire la rente foncière du passage d'une zone agricole à une zone constructible, évidemment, est un puissant moteur. Mais il y a aussi, donc il y a des aspects à mon avis fiscaux qu'il faut regarder. Et deuxièmement, la valeur, je dirais à la fois symbolique et peut-être financière des services écologiques, c'est-à-dire faire reconnaître qu'effectivement cette nature, ces espaces peuvent être agricoles, ils peuvent être naturels, ils peuvent avoir différentes fonctions. Et on voit avec justement les biomatériaux, etc., que on va avoir donc de la production de valeur sur ces territoires non artificialisés, et donc peut-être planifier cette offre, organiser mieux les conflits d'usage, parce qu'il y a évidemment des conflits d'usage entre les différentes fonctions naturelles, les différentes productions, les différents services écologiques. Et donc là, il y a à mon avis un enjeu, c'est à la fois symbolique. Oui, on a besoin de ces espaces, et pas simplement des délaissés, mais effectivement, ils contribuent à la qualité de vie collective et aux équilibres, à la biodiversité et donc à l'équilibre de la vie. Et donc là, il y a à mon avis un enjeu à la fois symbolique et financier qui permettrait de rendre aussi ces espaces et aux maires ruraux de les rendre gestionnaire finalement d'une valeur reconnue par la société et pas simplement d'être loin du centre-ville. Alors, vous avez une autre question, je vous remercie. Donc, je pense qu'il est un petit peu plus pour vous, hein, monsieur, alors tous les deux d'ailleurs, monsieur Verrier et monsieur Brodag. Votre constat qui est très précis, alors notamment pour vous, monsieur Verrier, dans votre collectivité, peut être partagé par d'autres, je pense que c'est une question d'un élu. Existe-t-il un groupe de travail entre décideurs pour permettre l'application et l'adaptation des solutions à imaginer et pour permettre la mise en place des mesures, donc j'imagine innovantes, sur le plan territorial? Je pense que c'est un petit peu aussi l'objet de vos structures à tous les deux, que de créer des consortiums de décideurs et d'acteurs. Je vous laisse répondre.
Oui, et sur le territoire dunkerquois au sens large du terme, c'est-à-dire la communauté urbaine, mais avec l'intercommunalité rurale, voire les intercommunalités rurales qui sont autour, on a un lieu de partage de ressources qui est évidemment l'agence d'urbanisme. On a une agence d'urbanisme commune et c'est là qu'on essaie de se retrouver. Les agents qui travaillent dans cette agence d'urbanisme ont pour vocation d'essayer de sensibiliser tous les élus, tous les acteurs des collectivités à ces problématiques-là aujourd'hui, à se faire les promoteurs de la ville durable. Donc c'est vrai qu'on on est plutôt bien doté en outils d'ingénierie et de partage. L'élaboration du SCOT, on l'a vraiment fait dans un bon état d'esprit. Ce que je veux simplement dire, c'est que même avec ces outils de partage, même à la limite avec une acceptation d'un certain nombre de règles du jeu environnementales pour l'avenir, on n'enlève pas des logiques de rapport de force politique. Quand je disais tout à l'heure, un maire rural, à un moment donné, peut avoir un enjeu de fermeture de son école. Et vous savez, aujourd'hui, pour un maire rural, l'école, malheureusement, ça compte plus que l'environnement. Voilà, c'est pour ça que c'est très, très clair. Et donc là, ces rapports de force, vous pouvez essayer de faire partager une culture à ses élus, à la population. Bah, parfois, on arrive quand même à des impossibilités à essayer d'avancer dans cette logique-là. Donc oui, il y a des outils. Il y a même de très gros outils sur le territoire dunkerquois, sur la Flandre en général, pour pouvoir faire ça. Mais parfois, ça ne suffit pas à régler tous les problèmes, malheureusement. Alors moi, je défendrais ici comme outil et comme processus les conseils de développement. Les conseils de développement, bon, c'est une obligation juridique, elle a failli sauter dans la loi, mais enfin, c'est resté. Qui réunissent en fait l'ensemble des parties prenantes du territoire, acteurs économiques, associations, monde académique. On a en fait les acteurs, les forces vives du territoire qui sont dans ces conseils de développement. Je trouve qu'on pourrait leur donner plus de rôle. Parce que à la fois, pour l'instant, leur rôle c'est cantonné à donner un avis, à être saisi par le président de la métropole pour donner un avis sur telle ou telle chose. Mais l'autosaisine est possible, mais en général peu utilisée. Mais on a là l'ensemble des acteurs qui pourraient aussi prendre en main un certain nombre de projets ou d'élaborer des consensus entre différents acteurs pour apporter une vision. Et je pense que ça permet aussi je dirais, de contrebalancer peut-être les forces, enfin, c'est faire émerger une sorte de culture collective de l'ensemble des acteurs économiques pour ce fait urbain et cette gestion d'un intérêt collectif. Peut permettre d'être aussi une aide au président d'agglomération ou au maire. Et donc, je plaide pour renforcer ces conseils de développement et leur donner un rôle beaucoup plus opérationnel dans certains cas, sur certains types de projets qui nécessitent effectivement un levier d'autres acteurs. Puis il faut quand même voir qu'au niveau d'un territoire, si on prend la question du changement climatique, le domaine d'influence directe de la collectivité, c'est 20 ou 30%. Et ensuite, le reste, c'est des comportements d'acteurs libres, d'acteurs économiques. Et donc, avoir leur engagement volontaire est quelque chose qui est, à mon avis, important. Et les conseils de développement peuvent contribuer à élaborer cette culture, cette volonté commune. Oui. Moi, je comprends de toute façon qu'il y a, bon, ça on s'en doutait un peu, mais un gros problème de rapport de force au moment du partage, un petit peu des territoires et des zones urbaines, et en même temps une méconnaissance en plus des outils juridiques existants et de ce qui doit y figurer. Donc, je pense qu'il faut aussi, au-delà finalement de la seule prise de position, au moment où on en arrive à ce partage de territoire, peut-être permettre tout simplement aux élus qui sont parfois un petit peu noyés et pas forcément bien accompagnés, bien conseillés sur ce qu'ils peuvent faire pour justement redonner un peu d'attractivité à leur territoire et qui vont fonctionner sur des modèles maintenant anciens et dépassés, à savoir la zone économique d'entrée de ville et puis la zone pavillonnaire peu dense qui va autour. Essayer de les intégrer finalement dans des plateformes comme ce qui est en train un petit peu de se faire, on en voit de plus en plus émerger. Évidemment, il y a France Ville Durable avec des outils, mais voilà, peut-être
présenter ces outils aussi comme des outils pour rendre la ville attractive et pas seulement des outils de contrainte, comment limiter l'étalement, présenter des solutions, expliquer que peut-être qu'avant de regarder à l'étalement pour remplir les écoles, il y a certainement des choses à faire à partir du fameux diagnostic du territoire pour redynamiser un peu le centre et sortir de logique politique et de rapport de force pour construire un petit peu ces échanges, peut-être même en dehors des intercommunalités, mais dans des plateformes où on aura moins ce rapport de force avec d'autres structures. Je pense que moi, je vois vos structures, celles que vous portez aujourd'hui, notamment évidemment les deux principales, Construction 21 et France Ville Durable, comme des leviers aussi possibles d'échanges et d'informations pour sortir un petit peu de ça, sachant qu'il n'y a pas toujours en plus une intercommunalité au-dessus pour aider ou pour embêter justement. Alors, une autre question que nous avons reçue, mais je pense que finalement, on y a un petit peu répondu déjà. En quoi concrètement les nouvelles boîtes à outils juridiques ont-elles modifié l'action des élus? Moi, je répondrai très rapidement qu'on voit quand même, justement, typiquement dans l'exemple ville de Dunkerque, le transport gratuit, on voit beaucoup d'initiatives. D'un point de vue réglementaire, on voit aussi quand même pas mal de petites transformations, des petites précisions, des demandes de performance énergétique et environnementale dans les flux qu'on aimerait parfois voir un petit peu plus précis. Typiquement, on peut avoir des difficultés sur la surface imperméabilisée et ou la surface de pleine terre qu'il est demandé par projet. Il y a beaucoup de propositions qui sont faites, notamment imaginer un coefficient de nature par habitant au niveau de ces outils réglementaires. Je ne sais pas si vous avez, et je pense que ce sera peut-être notre dernière question parce que je vois que le temps file, quelque chose à dire là-dessus en réponse? Je voulais laisser Christian en parler en premier. Je pensais que le micro. Juste deux mots. D'abord, effectivement, il y a des petites évolutions juridiques, on le voit dans les documents d'urbanisme, vous les avez cités, qui émergent. Parce qu'à un moment donné, une collectivité, souvent en général, ce sont les grandes collectivités qui les inventent, il faut être honnête, et ça se diffuse et entre professionnels, et puis après c'est proposé aux élus, ça revient, et finalement on voit des choses avancer comme ça. Globalement, quand même, c'est ce que j'évoquais quand je parlais de la boîte à outils juridique tout à l'heure qu'on a évaluée à France Ville Durable. On s'aperçoit quand même qu'il y a des outils assez pertinents sur le plan juridique et qui ne sont pas du tout utilisés ou quasiment pas utilisés. Donc, il y a un besoin quand même de diffusion de la connaissance d'un certain nombre d'outils juridiques aujourd'hui, ne serait-ce que sur la commande publique. On reste quand même relativement faible dans la capacité de mobiliser la boîte à outils juridique sur la commande publique aujourd'hui. Et pourtant, c'est des problèmes quotidiens des élus. Je voudrais juste finir, parce que ce sera sans doute mon dernier mot, sur les élus. On parle beaucoup des élus dans la responsabilité collective. Moi, je voudrais dire deux choses. D'abord, ce ne sont pas des professionnels. Et donc, effectivement, il faut les accompagner, il faut les aider, il faut leur donner des solutions. Quand j'étais directeur d'agence d'urbanisme dans un temps ancien, j'essayais aussi de leur expliquer que la densité, ça pouvait avoir un impact sur la forme urbaine et qu'on n'était pas forcément dans des bars et des tours. Enfin, voilà, donc cette question de la densité, elle est souvent mal appréhendée par les élus. Et puis, un dernier mot sur les élus ne sont jamais que le reflet d'une population. C'est-à-dire ne jamais oublier qu'un élu, c'est un représentant de ses habitants. Et donc, si une population a envie d'aller dans une direction, ces élus iront dans une direction. Et de toute façon, c'est le principe même de la démocratie. Donc, la meilleure façon de changer encore les choses, c'est pas de changer les élus, c'est de changer la population. Voilà. Sur les outils, comme je me suis un peu focalisé sur l'innovation et sur la création de solutions, il y a, je pense, les partenariats d'innovation qui sont une possibilité juridique qui permet de construire des
innovations par des allers-retours entre la collectivité et ceux qui proposent effectivement des solutions. Il y a là, à mon avis, un outil à mobiliser beaucoup plus. Et je pense qu'une des questions qui se posent, c'est aussi comment on crée de la valeur à l'intermédiaire entre le public et le privé. Sur le foncier, on a vu, bon, il y a une plus-value foncière de l'artificialisation. Est-ce qu'on ne peut pas capter une partie de cette plus-value de façon fiscale, de façon à effectivement être moins incitatif? Mais au niveau de la ville, il y a un certain nombre de créations de valeur par des politiques publiques qui vont créer de la valeur économique. Ben, comment on gère ça dans des sortes de partenariats et de gestion de la valeur partagée qui est aujourd'hui un peu coincé par les appels d'offres, par des procédures qui rendent difficile effectivement cette co-construction de valeur. Je vous remercie à tous les deux. Peut-être, Madame Lepage, vous avez envie de rebondir un petit mot de conclusion? J'ai trouvé que c'était très intéressant parce que très concret de la part de l'un et l'autre. Et comme M. Vergriette dit, il ne faut pas changer les élus, mais il faut changer les populations. Il a raison. Je veux dire, tout ça, c'est une responsabilité collective et je pense qu'il faut se rendre compte, on a tous à entrer dans la voie de la transition et changer les habitudes. Nous savons tous que c'est ce qui est le plus difficile. Changer les textes, c'est pas dur, les appliquer, c'est déjà une autre paire de manches. Et changer les habitudes, alors là, c'est presque mission impossible. Enfin, on voit bien avec ce qui vient de se passer, quand on ne peut pas faire autrement, on est bien obligé de le faire. Voilà, donc un grand merci. C'était vraiment passionnant. Je remercie tous nos participants nombreux aujourd'hui de bien vouloir remplir les questionnaires de satisfaction. Et je vous invite tous à notre prochain webinaire mercredi prochain qui sera consacré au financement de la construction durable. Merci à tous. Merci, à très bientôt. Merci. Merci. Merci, au revoir.